Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette session sur la politique agricole commune et puis on va voir si cette politique a encore une dimension environnementale ou pas. Donc je me présente, je suis Anne-Célia Didier, je suis économiste, je suis directrice de recherche à INRAE et je suis basée à l'École d'économie de Paris, donc j'ai le plaisir d'animer cette session. Alors peut-être quelques mots d'introduction, pourquoi cette session, qu'est-ce qui la motive ? En octobre 2025, le Parlement européen a adopté une nouvelle simplification de la PAC, introduisant davantage de flexibilité dans les règles environnementales qui avaient été déjà assouplies en 2024 après les mobilisations agricoles. Et donc cette évolution pose plusieurs questions. Est-ce que la conditionnalité environnementale des aides de la PAC est en train de disparaître ? Que reste-t-il des mesures de verdissement de la PAC qui avaient été portées depuis 20 ans à peu près? Peut-on par ailleurs quantifier les coûts cachés de la production agricole, comme les pertes de biodiversité, les atteintes à la santé des sols, à la santé humaine, à la santé des animaux, induites par l'usage d'azote, les pesticides, etc. Et plus largement, peut-on justifier l'affaiblissement des règles environnementales au nom de la compétitivité et de la sécurité alimentaire européenne ? Donc vous pouvez, durant toute la session, envoyer vos questions au 07 67 67 29 56. On prendra un temps en fin de session pour y répondre. Et donc pour répondre aux différentes questions que j'ai mentionnées, j'ai trois intervenants spécialistes du sujet autour de moi. Donc tout d'abord, Jean-Christophe Bureau, vous êtes professeur d'économie à AgroParisTech, Université Paris-Saclay, et vous coordonnez le master d'économie de l'environnement, de l'énergie et des transports. Vous êtes également chercheur associé au CEPI, c'est le Centre d'études prospectives et d'information internationale, c'est un centre qui est rattaché au service du Premier ministre. Vous avez réalisé différentes expertises pour l'OCDE, pour le Parlement européen, pour la Commission européenne, et vous êtes spécialiste de la politique agricole commune, et notamment des aspects liés au commerce international. Et vous êtes co-auteur d'un petit livre que je vous recommande à tous sur la politique agricole commune qui est paru aux éditions La Découverte dans la collection Repères, et il y a une nouvelle version qui va paraître prochainement. Tout au bout, nous avons Estelle Midler, vous êtes analyste des questions agricoles et alimentaires au Haut Conseil pour le climat. Vous êtes ingénieur agronome et vous êtes docteur en économie de l'environnement. Vous avez travaillé aussi au CEPI par le passé sur l'évolution des politiques agro-environnementales, ainsi qu'à l'Institut européen des politiques environnementales à Bruxelles sur la politique agricole commune. Et actuellement, vous travaillez sur les politiques agricoles et alimentaires et sur leur contribution à la transition écologique et juste du système alimentaire. Et enfin, Alban Thomas, vous êtes directeur de recherche à INRAE. Vous êtes basé à Grenoble et vous avez fait une grande partie de votre carrière à l'École d'économie de Toulouse. Vous êtes économiste de l'environnement et des ressources naturelles. Votre formation est une formation en économétrie. Vos recherches portent notamment, parce qu'elles sont nombreuses, sur l'économie de l'eau, sur la sécurité alimentaire, l'adaptation de l'agriculture au changement climatique et les politiques de préservation de la biodiversité. Et vous êtes actuellement directeur scientifique adjoint environnement d'INRAE. Alors, peut-être avant de lancer les débats, je voulais faire un petit récap de la PAC. Ce n'est pas toujours très clair qu'est-ce que la politique agricole commune. Donc, c'est la première grande politique européenne. Elle a été créée dans les années 60 et elle reposait vraiment sur trois principes très importants. L'unicité du marché, avec la libre circulation des biens agricoles au sein de l'Europe, au sein de l'Union européenne, la préférence communautaire, et il y avait aussi un pilier sur la solidarité financière, l'idée que les États européens devaient contribuer à la politique agricole commune en fonction de leurs moyens et non pas en fonction de la taille de leur secteur agricole. Et dans cette PAC historique, il y avait ce qu'on a appelé le premier pilier, qui est un mécanisme d'intervention qui garantit des prix minima aux agriculteurs. Donc ce système a fonctionné relativement bien pendant une trentaine d'années, jusqu'au début des années 90. Et depuis les années 90, il y a eu une multiplication des critiques contre la PAC et aussi une accélération des réformes de la PAC. Alors, la première grande réforme, c'est la rupture de 1992 avec une baisse des prix d'intervention
et pour compenser les pertes subies par les agriculteurs, le versement d'aides directes à ces agriculteurs. La réforme de 92, elle comprenait aussi un volet de mesures agri-environnementales pour encourager des pratiques plus respectueuses de l'environnement par les agriculteurs. Après la rupture de 92, on a une nouvelle réforme en 2000 qui s'appelle l'Agenda 2000, avec une baisse à nouveau des prix d'intervention, mais qui est cette fois seulement partiellement compensée par les aides directes. Et en 2000, il y a aussi l'émergence du second pilier de la PAC, qui est tout ce qui désigne les mesures visant à promouvoir d'autres fonctions de l'agriculture que la simple production agricole. Donc on pense au maintien des espaces, au maintien de la biodiversité, etc. Ensuite, on a une réforme de 2003 qui est importante parce qu'elle va mettre en œuvre le découplage des aides. Alors qu'est-ce que ça veut dire le découplage? Ça va consister à couper le lien entre les aides reçues par les agriculteurs et les quantités effectivement produites. Et en 2003, on a aussi l'introduction de conditions environnementales pour bénéficier des aides du premier pilier. Il y a une réforme en 2008 sur laquelle je passe, faute de temps, pour arriver en 2014 avec ce que l'on a appelé le verdissement de la PAC. Et on a notamment l'introduction des paiements dits verts. Donc il y a l'idée que pour pouvoir bénéficier des aides, il faut respecter 3 conditions: la diversification des cultures, le maintien de prairies permanentes et le maintien de surfaces d'intérêt écologique sur une partie de l'exploitation. Et ces paiements verts ont été abandonnés lors de la réforme de 2023. Donc voilà, tracer vraiment à très grands traits les évolutions de la PAC jusqu'au début des années 2020. Donc tout ça m'amène à vous poser la première question, Jean-Christophe Bureau, sur finalement la remise en cause récente des aspects environnementaux. Quelles en sont les raisons? Est-ce que c'est dû à la concurrence internationale? Est-ce que c'est une perte de compétitivité de l'agriculture européenne? On pense aussi évidemment aux crises géopolitiques récentes, la guerre en Ukraine. Est-ce que ça a modifié la hiérarchie entre sécurité alimentaire et durabilité? Merci. Oui, alors cette remise en cause, elle est tout à fait réelle. Elle se traduit tous les jours depuis, disons, 3 ans. Si on se replace il y a environ 4 ou 5 ans, il y avait vraiment une dynamique assez forte pour le verdissement de la PAC. Et ce qu'ont mis en place d'ailleurs le Royaume-Uni en sortant avec le Brexit, de remplacer les aides qui sont essentiellement des aides à la surface, à l'hectare maintenant. C'est la grande majorité des aides. Par des aides à des paiements en services environnementaux, c'est ce qui a été fait plutôt au Royaume-Uni. Et on avait une conjoncture assez favorable parce que l'Union européenne avait adopté le principe du pacte vert, du Green Deal. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, mais à l'intérieur du pacte vert, il y avait un volet agricole et alimentaire qui s'appelait Farm to Fork et qui était censé donner un certain nombre de directives pour justement verdir tout secteur agricole, mais aussi le côté alimentation qui est assez important. Et puis il y a eu un renversement qui est pour plusieurs causes, beaucoup de causes politiques. Il y a un des pays qui était le plus engagé vers ce verdissement qui était les Pays-Bas, qui avait mis en place une réforme avec beaucoup de leur argent national pour diminuer considérablement, par exemple, le nombre d'animaux à cause des pollutions azotées qui imposaient des coûts très élevés au reste de l'économie. Et il se trouve qu'aux Pays-Bas, il y a eu des élections qui ont amené un parti très pro-agricole et ça a eu au pouvoir, enfin pas tout à fait au pouvoir, mais très influent, et ça a eu des grandes conséquences sur tout le parti de centre-droit de PPE au Parlement européen et qui a fait vraiment bouger des alliances. Et là, comme ça a été un peu évoqué, depuis on a eu donc l'abandon du pacte vert en général, de Farm to Fork, toute la composante agricole et alimentaire. Il n'y a aucune directive, rien, aucun règlement qui est réellement passé. La loi cadre sur l'alimentation n'a même pas été présentée. Et depuis, on a eu donc une vision de l'agriculture qui a remplacé proposé par la Commission. Le texte s'appelle Vision, c'est pour ça, et qui met vraiment au centre plus du tout le côté verdissement, plus du tout le côté environnement, biodiversité, climat, mais les mots-clés, c'est souveraineté alimentaire, c'est simplification, et puis
compétitivité, voilà, je cherchais le troisième, etc. Donc ça, on a vraiment, et quand on regarde les propositions pour le cadre financier qui sont sorties en juillet, l'environnement est complètement exclu, même des titres, des chapitres du cadre financier. Donc on a vraiment un vrai bouleversement. Alors les raisons, ce qui est invoqué, mais je ne dis pas que ce soit les vraies raisons, c'est en effet des histoires de compétitivité. Alors ça, c'est vrai pas mal pour la France, parce qu'il y a une perte de part de marché de la France, mais c'est plutôt vis-à-vis des autres pays européens, pas tellement par rapport au reste du monde. Alors si on compte la part de l'Europe dans le marché mondial, elle baisse, mais parce qu'il y a eu l'émergence d'hyperpuissances agricoles comme le Brésil, mais ce n'est pas vraiment une perte de compétitivité en soi, c'est plus une hausse de la concurrence, quoi. Donc ça a été une des raisons qui n'est pas complètement probante. Dans les autres raisons, il y a eu le côté des crises, crise de revenus, crise climatique, épizootie, la peste aviaire, etc., la grippe aviaire, les pestes porcines, des choses comme ça qui sont un peu répandues en Europe. Et tout ça, ça a donné quand même des crises de revenus. Il y a quand même eu une utilisation, je pense, de ces protestations sur le revenu par un certain nombre de groupes de pression pour profiter de ça pour vraiment remettre en cause toute la réglementation environnementale, alors que ça n'avait pas grand-chose à voir au début, mais il y a eu cristallisation des colères autour de ça, je pense. Alors du coup, pour rebondir sur les perceptions des agriculteurs par rapport aux exigences environnementales, comment on peut faire finalement pour concilier ambition environnementale, acceptabilité sociale des réformes? Et on voit bien que dans toute transition, il y a toujours des gagnantes, des perdantes. Donc quelles pourraient être les mesures pour compenser les pertes subies par les perdants? Alors là, on est dans une situation assez paradoxale où on a beaucoup de réglementations qui n'ont très peu d'effet sur tout ce qui est environnement et PAC, parce qu'elles ont été largement vidées de leur contenu par des dispositions. Il suffit de changer quelques mots. Là, par exemple, dans la dernière proposition de la Commission, il y a juste quelques mots qui changent, mais qui vident de complètement toutes les mesures en faveur des prairies naturelles en zone Natura 2000. C'est-à-dire qu'elles ne vont plus être du tout protégées, simplement parce qu'on change quelques mots. Donc ça va assez facilement. Et ça, il y a eu vraiment un travail un peu de sape de fond, ce qui fait qu'il nous reste beaucoup de réglementations, très peu opérationnel en fin de compte, mais très très compliqué, bureaucratique. Je prendrai un exemple, c'est en France, si vous êtes agriculteur, vous avez des zones de non-traitement où vous ne pouvez pas mettre vos produits phytosanitaires, parce que après, c'est près d'une rivière, c'est près d'une maison, c'est près d'une école. Mais alors, c'est une réglementation qui est ultra compliquée, ça dépend de la molécule, ça dépend si c'est la nuit, si c'est le jour, ça dépend s'il y a du vent, ça dépend s'il y a plus, ça dépend s'il y a des hautes herbes de plus de 80 cm au mois d'octobre, enfin des trucs mais à s'arracher les cheveux, inapplicables en pratique, et qui en fin de compte ne servent pas à grand-chose parce que de toute façon, à la fin, c'est 5 mètres pour certaines molécules d'une rivière ou d'une maison. Donc, et il reste en fait tout un aspect bureaucratique et pas efficace. Et ça, évidemment, que ça énerve beaucoup les agriculteurs parce qu'ils voient bien que ça ne sert pas à grand-chose et que ça oblige c'est extrêmement chronophage avec plein de paperasses, etc. Ça pourrait être quand même assez facilement évité. La raison, c'est pas que les pouvoirs publics qui ont fait ces réglementations, c'est qu'après, tous les syndicats agricoles sont venus pour demander des exceptions, des aménagements, etc. Et à la fin, ça complique absolument tout en n'étant pas du tout opérationnel. Donc ça, c'est vraiment, il y aura une forme de ménage à faire, aller plus vers des résultats que des obligations de moyens. Et puis, il y a aussi le fait qu'on a quand même un gros levier en France, ce qu'on appelle les concours publics à l'agriculture, c'est un mot poli pour dire les subventions à l'agriculture. C'est de l'argent européen pour à peu près 8 milliards d'euros tous les ans, mais c'est aussi de l'argent français pour à peu près la même chose. Les derniers chiffres, c'est 15,6 milliards d'euros donnés aux agriculteurs tous les ans. Si vous divisez par le nombre d'exploitations agricoles, réellement professionnelles, il y en a au maximum 300 000, vous êtes quand même à plus de 50 000 euros par exploitation en moyenne. Alors, la moyenne ne veut pas dire grand-chose. Avec ça, on pourrait quand même faire des encouragements, disons qu'il y a des effets de levier. Et encore une fois, c'est un petit peu ce que font les Suisses et ce que font les Anglais que nous, on n'arrive pas du tout à faire. Voilà. Merci. Alors, Estelle Midler, j'ai évoqué les grandes étapes, les grandes réformes de la politique agricole commune. Si on se place aujourd'hui, 2024,
quels sont les arbitrages finalement que la PAC impose aujourd'hui entre soutien à la production et exigences environnementales? Comment la PAC, pour la période 2023-2027, traduit cette ambition environnementale européenne? Quels sont les dispositifs concrets et quels sont les résultats obtenus à l'heure d'aujourd'hui? Ok, alors dans cette PAC qui a été discutée de 2019 à 2022, qui a été mise en œuvre en 2023, il y a eu un changement surtout majeur qui est le fonctionnement en fait de la PAC entre la Commission et les États membres. Pour cette nouvelle PAC, la Commission a défini des objectifs spécifiques. Elle ne peut pas toucher aux objectifs initiaux de la PAC qui sont ancrés dans le traité fondateur de l'Union européenne, mais elle a proposé des objectifs spécifiques. Il y en a 10 et il y en a 3 qui portent sur l'environnement et le climat. Et après, le fonctionnement a changé, c'est-à-dire qu'on n'a plus une liste de choses que doivent faire les États membres. Maintenant, on a un cadre qui est défini au niveau de l'Union européenne par la Commission, le Parlement et le Conseil, qui se sont mis d'accord. Et ensuite, chaque État membre doit rédiger un plan stratégique qui explique les enjeux qu'il a pour son secteur agricole et les mesures qu'il compte mettre en œuvre pour atteindre les objectifs définis par la Commission. Donc ces objectifs, je vous ai dit, bon, peut-être j'ai oublié de le dire, il y a 2 objectifs environnementaux et un objectif climatique. Donc maintenant, les États membres doivent construire ces plans. Donc ils ont fait ça en 2022 et ces plans ont été mis en œuvre en 2023. Qu'est-ce qu'on observe quand on regarde ces plans, en tout cas le plan français? Ce qu'on a pu regarder, il y a plusieurs personnes qui se sont penchées, notamment par exemple sur le budget et la part du budget qui est allouée à des mesures qui visent à protéger l'environnement et le climat, contre la part du budget qui vise au soutien économique du secteur. Donc en général, on trouve qu'il y a entre 25-30% du budget qui va pour l'environnement et le climat et autour de 65% pour l'économie. Donc déjà là, on voit qu'il y a quand même un déséquilibre. Et puis dans cette PAC, les 25-30% là, ça correspond à un groupe de mesures qu'on appelle l'architecture environnementale. Ça comprend 3 choses. La première, c'est les éco-régimes. Donc ça, ce sont des mesures pour lesquelles il y a beaucoup de budget qui est dédié, mais il y a eu des travaux qui ont montré qu'en fait, ces mesures qui visent à stocker du carbone, à protéger la biodiversité, etc., elles n'incitent pas vraiment les agriculteurs à changer de pratique, c'est-à-dire qu'un grand nombre d'agriculteurs, au final, en ont bénéficié sans changement réel sur leur exploitation. Pour la première année, ça a été 95% des agriculteurs, donc il y a ce qu'on appelle un effet d'aubaine. Ensuite, il y a les mesures agro-environnementales et climatiques qui sont plus ambitieuses, mais elles ont des budgets assez contraints et serrés. Et puis l'État a du mal à mobiliser les agriculteurs sur ces mesures, pour s'engager sur ces mesures. Et le troisième axe qui est utilisé dans cette architecture environnementale, on en a parlé, c'est la conditionnalité. Donc, c'est-à-dire les règles de base que tous les agriculteurs qui souhaitent recevoir n'importe quel paiement de la PAC doivent respecter. C'est des règles environnementales. Et comme on l'a dit, elles sont de plus en plus simplifiées. Donc on a eu les premières simplifications avec la guerre en Ukraine, un deuxième lot au moment de la contestation des agriculteurs. Et comme vous l'avez dit au début, là en ce moment, il y a une nouvelle vague de simplification avec une discussion au niveau européen pour simplifier encore. Et globalement, du coup, on a des évaluations qui montrent que cette PAC, elle n'est pas réellement écologique et qu'elle a beaucoup reposé en fait sur le rôle de la Commission européenne qui devait valider les plans, qui devait être capable de dire aux États membres « votre plan n'est pas assez ambitieux, vous devez le revoir pour améliorer ça, ça et ça ». Donc elle a fait des recommandations. En pratique, les États membres n'ont pas vraiment suivi ce qu'a dit la Commission et les plans ont quand même été validés. Donc il y a eu un effet, du coup, pas beaucoup d'amélioration environnementale, en tout cas pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre étant donné l'urgence des enjeux environnementaux.
Alors, du coup, est-ce qu'il faudra aller vers une PAC basée sur des résultats environnementaux? Comment faire aussi pour éviter que les aides vertes bénéficient finalement aux plus grandes exploitations et arriver à mieux répartir ces aides sur l'ensemble des exploitations agricoles? Peut-être je peux juste... et puis vous pourrez compléter parce que je sais que Jean-Christophe a travaillé sur les paiements aux résultats. Les paiements aux résultats, donc en lien avec notamment les paiements pour services environnementaux, c'est un peu le Graal. On aimerait bien que ce soit le cas, mais c'est très compliqué à mettre en œuvre. Quand un agriculteur met une action, il espère que ça aura un résultat, mais si le paiement est sur le résultat, il doit porter le risque qui est lié au fait que peut-être il va se passer quelque chose qui ne va pas permettre d'atteindre ce résultat. Donc en théorie, on aimerait bien faire ça, mais ça peut un peu refroidir certains agriculteurs. Donc peut-être qu'une solution, c'est d'avoir à la fois des paiements sur les résultats pour certains agriculteurs qui demandent ça, qui ont envie d'avoir de la liberté pour faire des tests, innover, expérimenter, et aussi des paiements pour les actions, pour les agriculteurs peut-être qui sont plus averses au risque. Ou alors un système un peu avec peut-être un paiement pour les actions et puis un bonus si on atteint un résultat. Et il y a aussi la question qui se pose du niveau collectif, c'est-à-dire que un agriculteur tout seul ne va pas atteindre un résultat sur la qualité de l'eau. Donc l'intérêt aussi, ça pourrait être d'avoir un paiement qui est basé sur l'action des agriculteurs. Et en plus, si collectivement on arrive à améliorer la qualité de l'eau entre tous les agriculteurs, on pourrait avoir un bonus. Mais je vais laisser mes collègues compléter. Oui, alors du coup, peut-être Alban Thomas, puisque à INRAE, il y a beaucoup de recherches scientifiques qui sont menées sur ces paiements pour services environnementaux. Alors peut-être dire quelques mots de ce que sont ces paiements. Est-ce que c'est des outils efficaces? D'accord, très bien. Donc, alors, les paiements pour services environnementaux, qu'on confond parfois avec services écosystémiques, donc c'est quand même deux choses différentes. En fait, si vous voulez, c'est des modes de rémunération de services qui sont fournis par des activités. Alors, dans le cas présent, c'est les activités agricoles et donc fournies donc par des acteurs économiques pour finalement maintenir, restaurer des écosystèmes dans leur fonctionnement. Alors, ce qu'on dit souvent, c'est que la nature n'a pas de compte en banque. Donc, si on veut rémunérer la fourniture de services que la nature fournit, c'est un petit peu compliqué. Donc, il faut qu'on passe effectivement par les activités agricoles, qu'on essaie de faire évoluer. Donc, on essaie de faire bouger de façon assez traditionnelle. Ce qu'on a tenté de faire dans un premier temps, c'est de faire évoluer des pratiques agricoles, donc des pratiques de production, des pratiques d'élevage dans différentes filières, de façon à réduire l'impact sur l'environnement et donc à faire que les écosystèmes finalement continuent à fournir un niveau minimum de qualité de service. Bon, ça, c'était, ça soulève un certain nombre de problèmes techniques, financiers aussi. Arrivent ensuite des paiements pour services environnementaux. Donc on dit on va rémunérer des agriculteurs qui acceptent des changements de pratiques et peut-être encore mieux d'ailleurs, pas seulement changer leurs pratiques de fertilisation, d'irrigation, de protection des cultures, mais également de changer de système. Ils peuvent passer carrément donc au bio, mettons, ils passent du conventionnel au bio, à l'agriculture raisonnée. Donc il y a différentes déclinaisons finalement de modes de production qui restaure ou qui permet de maintenir au moins, par exemple, un certain niveau de biodiversité et de maintenir aussi un certain niveau de fourniture de ressources. Donc on a clairement l'eau, la qualité du sol. Voilà, ce sont des ressources qu'on essaie de maintenir avec différents instruments de politique. Donc on a déjà parlé ici voilà, d'instruments de politique de la PAC. Ça peut passer par des subventions pour inciter finalement les agriculteurs à bouger, évoluer dans leurs pratiques et dans leur système. Ça peut être des taxations aussi. On peut taxer par exemple certains intrants, certains facteurs de production extrêmement polluants. Voilà, ça c'est une première catégorie qu'on appelle nous basée sur le marché, disons incitatif. On a une autre catégorie, c'est plutôt la réglementation. Alors c'est carrément dire voilà, c'est
compliqué de calibrer finalement le niveau de subvention. On ne sait pas bien finalement si on met une taxe ou une subvention, si le niveau atteint finalement de performance environnementale va être, enfin voilà, si on va l'atteindre avec un degré de précision suffisant. Donc on peut faire quelque chose de complètement différent, de mettre des normes. Donc là on a vraiment l'approche de régulation, l'approche réglementaire. On dit voilà, interdiction par exemple d'épandre plus de tant de kilos d'azote par hectare, point. Voilà. Et on contrôle après. Le problème que ça pose, cette deuxième approche, ce deuxième type d'instrument politique, c'est évidemment les coûts de contrôle. Même avec les nouvelles technologies d'observation satellitaire, d'intelligence artificielle et tout ça, c'est quand même coûteux de surveiller que des personnes respectent ces normes-là. Voilà. On a ensuite une troisième catégorie qui est un peu, voilà, à laquelle font partie quand même les PSE, donc les paiements pour services environnementaux. C'est des conventions finalement de paiement. On peut le voir finalement comme des contrats, en disant voilà, si vous engagez et si on peut vérifier donc avec une obligation de résultat finalement que vous avez atteint tel ou tel objectif grâce à un changement de pratique, un changement de système, on vous rémunère. Voilà. Donc ça, on peut vraiment le voir comme une sorte de contrat. Et la nature juridique de ces PSE, ces paiements pour services environnementaux, elle est quand même extrêmement large. Ça peut être des mécanismes publics, ça peut être privé aussi. Ça peut être des collectivités qui signent des PSE. Voilà. Il y a un exemple qui a fait l'objet d'une évaluation récente qui est sortie il y a quelques mois, des paiements pour services financés par les agences de l'eau, donc les 6 agences de bassin en France, qui ont financé depuis la première, ça doit être Adour-Garonne en 2019, il me semble, à peu près 170 millions sur la période 2020-2024, qui ont financé donc la modification des pratiques agricoles pour notamment préserver la qualité des points de captage d'eau. Voilà. Ça a été évalué donc récemment, il y a toute une étude qui a été pilotée par le ministère de la Transition écologique. Voilà. Ça a donné des recommandations disant quand même, bon, ça fonctionne globalement bien avec l'indicateur qui consiste à dire finalement combien d'agriculteurs éligibles ont signé un contrat de PSE. Ça déjà c'est un premier indicateur, mais ça ne dit pas du tout si l'instrument il est intéressant ou pas, il est efficace ou pas. Bon. Après, pour mesurer l'efficacité vraiment, il faut vraiment pouvoir confronter la période avant le changement de système avec la période après la signature du PSE, enfin la signature du contrat de fourniture de services, et pouvoir avoir des mesures quand même biophysiques extrêmement précises et pouvoir remonter finalement, avoir une sorte de traçabilité, de dire, ben voilà, si la qualité de l'eau dans une certaine zone s'améliore, est-ce que je peux vraiment prouver, juridiquement même, que ça provient vraiment du changement de pratique de monsieur A ou monsieur B. Ça, c'est un premier exemple. L'autre exemple, qui est un peu particulier, dont on entend pas mal parler, j'ai un peu de mal à l'appeler paiement pour service, c'est un label, ce qu'on appelle le label bas carbone, LBC, qui est en fait associé à un marché de compensation finalement. Alors, le principe, c'est que on a des acteurs économiques, par exemple des industries extrêmement polluantes, voilà, qui émettent beaucoup de CO2. Et elles arrivent un peu au taquet finalement en termes d'abattement. C'est très compliqué pour elles de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'elles peuvent faire, c'est s'adresser à d'autres secteurs qui ont de la ressource, qui ont de la marge de flexibilité et qui peuvent donc leur céder finalement des droits à polluer en fait, sur un marché carbone. Voilà. Donc on a par exemple, si un éleveur met en place des pratiques qui lui permettent d'économiser sur ses émissions de carbone, il peut finalement céder ses droits à un industriel. Voilà. Donc ça fonctionne un peu comme ça, c'est assez récent. Si vous avez lu la presse les semaines ou les mois passés, c'est quand même l'objet de beaucoup de recherches et de discussions. C'est quand même assez compliqué parce qu'il faut vraiment être certain que les indicateurs biophysiques qu'on utilise pour pouvoir dire, voilà, je compare la situation d'un producteur avant
l'acquisition du label bas carbone et la certification bas carbone et la période après, est-ce qu'il y a vraiment eu changement de pratique qui a conduit à une baisse des émissions? Et donc, on converge quand même sur des débats qui peuvent devenir extrêmement techniques, avec toute une discussion entre les scientifiques, les industriels, les agriculteurs qui sont en faveur ou en défaveur de certains indicateurs. Merci. Alors, on a parlé de subventions, de programmes pour essayer de changer les pratiques des agriculteurs. Peut-être par comparaison, Jean-Christophe Bureau, vous avez beaucoup travaillé sur les coûts cachés des pollutions agricoles. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots? Est-ce qu'on peut les quantifier, avoir une idée? Alors ça, c'est quelque chose qui est arrivé assez récemment. D'ailleurs, ici, il y a des étudiants en économie. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes à creuser. Ça a commencé par plutôt des organisations environnementales qui ont développé un concept de true cost accounting, c'est-à-dire des comptabilités des vrais coûts pour la société et pas seulement ce qui passe par le marché. Donc c'est resté assez expérimental pendant quelques années. Et puis là, depuis 5-6 ans, et en particulier depuis un rapport de 2023 fait par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO, donc un truc un peu sérieux, il y a eu des tentatives pour regarder ce que coûte, bien sûr il y a des rapports aussi, ce que ça rapporte, mais ce que coûte à l'ensemble de la société des coûts qui ne passent pas par le marché. Et on s'est aperçu que sur le système alimentaire, alors agriculture mais aussi alimentation, il y avait vraiment des coûts absolument gigantesques. On parle de 10% du PIB, enfin des trucs absolument énormes. Sur la partie agricole, c'est beaucoup des coûts de pollution. Et un des coûts importants, c'est l'azote. Alors l'azote, ça ne parle pas à tout le monde, mais ça vient des engrais. On synthétise de l'azote qui est dans l'air, on en fait des dérivés de l'ammoniac avec des processus chimiques, etc., assez énergétiques. Et après, cet azote, on le met sous forme d'engrais, d'ammonitrate, d'urée, tout ce que ça, si vous voulez. Et il y en a une très grande partie qui n'est pas absorbée par les plantes, donc on va retrouver quelque part. Et ça donne quelque chose qui s'appelle la cascade de l'azote, parce que ça fait des pollutions un peu en cascade, et quand on en résout une, on en crée une autre. Alors c'est la pollution des eaux que vous connaissez avec les nitrates et les algues vertes, par exemple. C'est toute l'eau potable qu'il faut dépotabiliser. Puis c'est aussi toutes des émissions d'ammoniac qui sont une grosse pollution de l'air, et qui vont jouer dans les pics de particules. Et là, quand on compte les coûts, c'est les coûts de asthme, de maladies respiratoires, donc ça peut être des coûts très directs, d'absentéisme au travail, ça peut être des coûts de maladies à soigner. Alors, on est en train de généraliser ça à beaucoup de choses. Ce qu'on n'arrive pas à quantifier, c'est par exemple les coûts en termes de biodiversité. On sait qu'au niveau mondial, l'agriculture, l'extension et la déforestation, c'est la cause majeure de la chute de la biodiversité. Comment valoriser ça ? Il y a énormément d'estimations. On a les coûts du déclin des pollinisateurs, parce que là, on sait à peu près ce que ça coûte, mais ça nous donnerait qu'une fourchette très très basse. Donc là, on ne sait pas bien faire. Et ce qu'on ne sait pas faire du tout, c'est le coût des pollutions chimiques sur la santé. Enfin, pas du tout. Il y a des estimations, tout simplement parce qu'on sait qu'il y a des liens entre produits phytosanitaires et les maladies type Parkinson, neurodégénératives. On suppose qu'il y a des liens quand même avec très fort accroissement des cancers, en particulier des cancers chez les jeunes, donc c'est pas parce qu'on vit plus longtemps ni rien, mais il y a quand même des difficultés pour établir des relations de cause à effet. Ça, on ne sait pas très très bien, mais il y a vraiment beaucoup de recherches là-dessus, et si vous prenez par exemple les coûts de la pollution azotée en Europe, ce serait pas loin il y a des estimations jusqu'à 200 milliards d'euros par an. 200 milliards d'euros par an, c'est la valeur ajoutée, donc la création de richesse du secteur agricole, grosso modo. Donc c'est un petit peu ennuyeux. Alors c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de produire, parce qu'évidemment, si on ne produisait plus, on n'aurait plus de quoi manger, ça ferait d'autres coûts cachés. Mais si vous voulez, on n'a pas encore intégré ça dans ce raisonnement économique, et je pense que là, on est en train vraiment de louper l'éléphant au milieu de la pièce. Merci. Donc là, on a vu la situation actuelle. Si maintenant on essaye de se projeter dans le futur, finalement, la question c'est un peu, est-ce qu'on peut encore stopper, inverser le recul de ces exigences environnementales dans la politique agricole? Alors, peut-être Alban Toba, pour commencer, finalement, que dit un petit peu la recherche aujourd'hui sur les pratiques agricoles qui sont les plus prometteuses pour concilier productivité et sobriété environnementale? Est-ce que ça passe par de l'agriculture de précision, les technologies numériques, les biotechnologies aussi?
pour atteindre une certaine durabilité de l'agriculture? Oui, alors effectivement, alors c'est un objet de recherche pour les économistes que nous sommes, effectivement, dans le cadre de programmes qui sont quand même interdisciplinaires, donc on collabore pour répondre à ce type de questions. Voilà, quelles sont les pratiques les plus intéressantes au sens large à mettre en place pour favoriser la transition vers des systèmes sains, durables, résilients, et on ajoute maintenant l'adjectif juste aussi, ou équitable, si vous voulez. On travaille évidemment avec d'autres disciplines que l'économie, on travaille bien sûr avec d'autres sciences sociales, avec l'agronomie, les biotech, génétique, voilà. Alors, pour pouvoir finalement avoir, par des analyses multicritères, dire, bon, globalement, est-ce que telle ou telle pratique agricole, elle a un indicateur de performance sur différents critères environnementaux, par exemple sur l'eau, l'air, le sol, comme on l'a dit avant, sur des critères de revenus, d'autonomie alimentaire aussi, des critères sociaux aussi, finalement. Est-ce que telle ou telle pratique, elle est préférable? Et une fois qu'on a posé ce cadre-là, on passe ensuite à l'examen d'une typologie d'instruments dont j'ai discuté avant, c'est-à-dire dire, ben voilà, quel est le meilleur instrument que l'on associe à cette pratique-là, voilà, pour pouvoir avoir le maximum de chances que cette pratique soit adoptée. Alors quand ce n'est pas bien sûr imposé par une norme ou par des mesures publiques contraignantes, mais si les agriculteurs ont le choix entre différentes pratiques, il faut quand même qu'il y ait un minimum d'incitation pour qu'ils se disent, bah, finalement, ça me coûte le moins possible de changer de système. Voilà. Et donc, sur ces différents critères-là, il y a à la fois le caractère incitatif qui peut être donné par des subventions, d'accord, par une réduction de taxes. Ça peut être une baisse de la fiscalité, par exemple, sur le fuel agricole, voilà, d'autres types de systèmes comme ça fiscaux. Ça peut être des compensations aussi, des paiements pour services, voilà. Mais ça, c'est toujours associé, si vous voulez, à des pratiques qui dépendent beaucoup du contexte, quoi. Et la difficulté qu'on a, nous, scientifiques, c'est de pouvoir dire, finalement, est-ce que telle ou telle pratique, quand on la met en place dans un système agroécologique ou agropédoclimatique, en fait, est-ce que ça va fonctionner aussi bien que ce que la littérature scientifique nous a appris sur d'autres contextes? Donc on a beaucoup de travaux, en fait, qui testent, voilà, l'efficacité de pratiques sur l'environnement. Ça, c'est une chose qui est évidente, mais qui testent aussi, et beaucoup, pour les économistes, quelle est la propension des agriculteurs à adopter finalement telle ou telle pratique, étant donné leur contexte agro-pédoclimatique, étant donné leur niveau d'endettement, leur niveau de connaissance technique aussi. Voilà. Donc on a toute une catégorie finalement de facteurs sociaux, économiques et techniques qui font que c'est plus ou moins compliqué pour un agriculteur d'adopter et de changer de pratique, en fait. Voilà. Alors, il y a traditionnellement, c'est tout au début, dans les années après-guerre, disons, voilà, on travaillait beaucoup sur des pratiques qui permettaient de réduire la pression sur l'environnement liée à l'utilisation de facteurs de production. Voilà, donc les pratiques, c'était baisser la fertilisation par des fractionnements, irriguer mieux avec des nouvelles technologies d'irrigation, mais c'était en fait le système agricole ne changeait pas tant que ça. C'était vraiment la façon dont on utilisait les facteurs de production qu'on essayait d'optimiser. Voilà. Ça a changé quand même. Le changement était assez important quand on est passé à des pratiques, notamment ce qu'on appelle l'agroécologie. On combine évidemment le mot agricole et écologique, ce qui peut faire bondir certains, mais c'est dire maintenant, on peut utiliser les interactions entre des services que la nature fournit, des activités humaines de production, et en fait utiliser des processus écologiques combinés avec des pratiques agronomiques, voilà, qui permettent par exemple de baisser la pression sur
l'environnement en limitant finalement l'usage de facteurs de production néfastes. Voilà. Ça, c'est un des exemples, associé à toute une liste de pratiques sur lesquelles je ne vais pas trop m'étendre. On a des modifications de rotation, de systèmes de production, voilà, dont le calendrier peut effectivement changer. Le but étant, par exemple, de maintenir ou de développer la qualité du sol. Et on veut, par exemple, avec l'impact du changement climatique, avoir le plus, finalement, de réserves utiles d'eau dans le sol. Et donc, toutes les pratiques qui permettent de restaurer la qualité du sol en termes de matière organique, en termes de réserve d'eau, voilà, ce sont des pratiques qui vont être intéressantes. On a des cultures intermédiaires aussi qui piègent les nitrates. Bon, ça, c'est des choses qui sont quand même connues déjà depuis un certain temps. Et plus récemment encore, on se pose maintenant la question, alors là, c'est sur un niveau un petit peu supérieur, si vous voulez, c'est l'application du concept de ce qu'on appelle la santé globale, donc le One Health. Ça veut dire qu'en fait, les différents types de santé, la santé de l'homme qui peut être exposé à des pesticides, à des résidus de pesticides quand il consomme des fruits et des légumes traités, la santé des plantes affectées par les bioagresseurs, la santé du sol, des animaux, toutes ces formes finalement de santé sont reliées en fait. Et donc la question de la santé globale, c'est est-ce qu'on peut arriver à des pratiques qui restaurent ou qui maintiennent tout cet ensemble de santé finalement qui sont interconnectés sur un territoire. Et ça, c'est une question de recherche, franchement. Alors on a conscience que c'est vers là qu'il faut aller. C'est assez compliqué quand même. Voilà. Merci. Alors peut-être Estelle Midler sur le modèle agricole pour le futur. Quels sont les instruments économiques? Alors on pense subventions, taxes, outils de gestion des risques, outils non économiques comme la formation qui pourraient être mobilisés pour orienter les transitions agricoles, la préservation des ressources. Est-ce que la PAC doit rester centrée sur le soutien aux revenus des agriculteurs ou devenir avant tout une politique de transition écologique? Ok, ça fait beaucoup de questions. Donc dans les instruments, oui, il y a tout ce que vous avez cité, les subventions qui pourraient être plus, comme on l'a dit, fléchées vers l'environnement, les aides aux investissements aussi qui peuvent être nécessaires quand on a besoin de faire des changements structurels dans les exploitations, outils de gestion des risques aussi pour soutenir en fait les agriculteurs qui décident de s'engager dans des pratiques nouvelles qui peuvent porter un risque en elles-mêmes, mais qui sont des pratiques de transition. On pourrait aussi dire que les aides à l'installation pourraient être fléchées aussi vers des installations dans des modèles plus agroécologiques, par exemple. Comme l'a dit aussi Alban, il y a la question de la fiscalité et il y a aussi la question de supprimer les aides qui sont dommageables à l'environnement, parce qu'il y a encore une partie des aides qui existent. Il y a 2 rapports qui sont sortis récemment sur les aides dommageables à la biodiversité. Il y a aussi, en ce qui concerne le climat, et c'est un sujet toujours très chaud, une fiscalité spécifique pour les agriculteurs qui payent moins de taxes sur leur carburant que les autres acteurs qui utilisent du carburant de manière professionnelle, comme par exemple les transporteurs routiers. Donc là, il y a une niche fiscale qui bénéficie aux agriculteurs, qui est en fait une sorte de subvention à l'énergie fossile pour les agriculteurs. Donc il faudrait réfléchir à comment faire pour arriver à réduire ces aides dommageables et tous les autres instruments importants, et notamment parce que en fait, les agriculteurs, quand ils se lancent ou quand ils ont envie de se lancer dans la transition, ils font face à de nombreux freins. Donc il y a aussi des freins en termes de formation, ils doivent acquérir des nouvelles compétences, en termes d'organisation des filières, etc. Et c'est important de se rendre compte que les agriculteurs ne sont pas seulement influencés par les aides publiques, ils sont aussi influencés par tout ce qui est encadrement technique, donc c'est-à-dire tout ce que voilà, le conseil, les conseillers, les gens d'agriculture qui vont les former, et aussi par le marché. Un exemple qu'on peut mentionner, c'est les légumineuses. Les légumineuses, on sait que c'est bien, notamment pour la transition climatique.
Donc c'est des plantes qui permettent de capter l'azote de l'air et le stocker dans le sol. Et l'effet que ça a, c'est qu'on peut utiliser moins d'engrais minéraux puisqu'il y a déjà de l'azote dans le sol. Et donc, comme ajouter des engrais minéraux, ça fait des émissions, on réduit ces émissions. Le problème, c'est qu'on a mis beaucoup d'aides directes aux agriculteurs en leur disant on vous donne tant d'aides à l'hectare si vous plantez des légumineuses. Mais ça ne marche pas réellement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toute l'organisation de la filière de l'agriculteur, elle est structurée autour de des grandes cultures, elle est structurée autour de quelques cultures comme le blé, ce genre de culture majoritaire. Et dès qu'on veut se lancer dans une culture minoritaire, on ne trouve pas forcément de débouchés pour vendre ces légumineuses. Donc en fait, les agriculteurs, même si on les paie pour mettre des hectares de légumineuses, si après ils n'arrivent pas à vendre leur production, ils ne vont pas se lancer là-dedans. Donc c'est aussi important, je pense, de réfléchir à mobiliser l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire, donc aussi l'aval, les industries agroalimentaires et les distributeurs, et notamment parce que ces industries, par exemple, et ces distributeurs, ils sont très concentrés, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, et donc ils ont un très fort pouvoir d'action, une grosse capacité d'agir, et ils ont une influence sur ce que font les agriculteurs. Donc il y a des leviers aussi à trouver de ce côté-là. Et pour revenir à l'autre question sur qu'est-ce qu'on peut imaginer en 2050 Oui, le modèle de demain. Si on se projette encore plus loin, comment on pourrait envisager la PAC ? Est-ce qu'on pourrait aussi aller vers une PAC peut-être territorialisée plutôt qu'une PAC uniforme sur l'ensemble du territoire ? Ok. Alors le sujet de la territorialisation de la PAC, c'est un gros sujet qui est parfois proposé. Alors ce qui serait bien, ce serait effectivement de pouvoir prendre en compte des spécificités locales. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'en fait, il y a une évolution quand même de la PAC vers une renationalisation, c'est-à-dire de moins en moins de pouvoir de l'Union européenne et de plus en plus de pouvoir des États pour définir ce qu'il y a dans la PAC. Ça, c'est assez critiqué par les personnes qui défendent l'environnement et le climat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que plus les États membres ou les régions ont de poids, plus elles vont pouvoir décider de leur niveau d'ambition environnementale. Et elles sont sur un marché commun. Le marché européen est un marché commun, donc les producteurs, les agriculteurs qui produisent en France vendent sur le même marché que, par exemple, des agriculteurs hongrois. Donc si un pays se lance dans des mesures qui sont très bonnes pour l'environnement, en fait, leurs agriculteurs vont avoir des coûts plus importants que d'autres pays où ils sont moins disants. Et donc le fait qu'on soit sur un marché commun, ça crée une sorte de course vers le bas entre les États membres, si c'est vraiment très nationalisé ou très régionalisé, une course vers le bas qui va conduire un peu tout le monde à être moins disant en termes d'environnement. Donc il y a un risque qui est souvent mis en avant de ce côté-là. Et dans ce cas-là, si on avait ça, il y aurait vraiment besoin d'un très fort rôle de la Commission pour bien vérifier que tout le monde est quand même assez ambitieux et qu'on a quand même un socle commun, un minimum que tout le monde doit faire en termes d'environnement. Et pour l'instant, avec cette nouvelle réforme de la PAC de 2023, on a bien vu qu'en fait, la Commission, elle n'a pas tellement le pouvoir en pratique d'imposer ce minimum d'ambition environnementale pour les États membres. Merci. Alors, si on revient maintenant sur le couplage entre ambition environnementale et enjeux internationaux et géopolitiques, peut-être une première question pour vous, Jean-Christophe Bureau. Comment coupler finalement les aspects environnementaux qu'on vient de discuter avec les exigences de compétitivité des filières agricoles dans ce contexte de concurrence accrue ? Vous avez mentionné tout à l'heure le Brésil, on peut citer la Chine, les États-Unis, la volatilité des prix, etc. Alors, je distinguerai un peu deux aspects internationaux. Il y a justement ces aspects concurrence commerciaux et puis l'aspect plutôt géostratégique.
Alors sur les aspects concurrence commerciale, c'est vrai qu'on demande des choses aux agriculteurs européens qui ne sont pas demandées aux agriculteurs étrangers. Ça, c'est tout à fait vrai. Un seul exemple, c'est les OGM. On n'a pratiquement pas, les génétiquement modifiés, pratiquement pas le droit d'en cultiver en Europe. Par contre, ailleurs, on en cultive et on en importe. Du soja, il est presque tout OGM, tout ce qu'on importe, etc. Donc ça, on voit qu'au niveau international, il y a des vrais... Ce qui est quand même des distorsions de concurrence, parce qu'on peut citer aussi les animaux clonés. Alors en Europe, on a le droit ailleurs. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Il y a des véritables distorsions de concurrence. Je pense que ça, c'est extrêmement réel. Ce qui est moins réel, c'est à l'intérieur de l'Europe, vous entendez beaucoup les syndicats dire en France, on surtranspose les directives européennes et ça nous plombe, etc. Quand on regarde de près, moi, j'y crois absolument pas. Enfin, on pourra en discuter dans les questions, mais ça me semble être assez bidon. Là où on surtranspose, c'est plutôt pour aider les agriculteurs. C'est la loi Egalim en France qui est une surtransposition des choses européennes. Mais le reste, mais au niveau international, c'est tout à fait vrai. C'est pas facile de faire autrement, surtout si on fait des accords de libre-échange. Et là, les accords de libre-échange, jusque-là, ils ont beaucoup épargné l'agriculture. Dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, l'agriculture, elle n'a pas tellement souffert. On a beaucoup râlé à l'époque des accords de l'Uruguayan en 1994. En fin de compte, à part sur 2 secteurs qui sont le sucre et la banane, il n'y a pas eu vraiment d'impact. Les accords commerciaux, avec, je pense à Chili, Mexique, etc., on a vraiment beaucoup protégé l'agriculture. On a mis des tout petits quotas d'exportation de viande bovine, etc. Ce qui est en train de changer, c'est que là, on signe des accords avec des pays vraiment qui sont des poids lourds. Bon, Nouvelle-Zélande, c'est encore assez petit, puis on a bien protégé, mais la négociation avec le Mercosur, ça change vraiment beaucoup les choses. Là. Et là, c'est vrai qu'on a vraiment des risques de distorsion, de concurrence assez forts. Les simulations qu'on a faites, c'est pas si grave que ça sur les importations de viande bovine, etc. Parce qu'on augmente des quotas, mais on importe déjà au-dessus des quotas, donc ça n'a pas changé grand-chose. Mais c'est sur vraiment les choses assez fondamentales, comment sont établies les normes. En Europe, on a par exemple une directive REACH sur les produits chimiques. C'est pas la même chose dans la façon d'élaborer des normes dans des autres pays, États-Unis, Amérique du Sud. Est-ce que ça, forcément, ça rend les choses assez irréconciliables? Je suis beaucoup plus inquiet là-dessus. On essaye de mettre des clauses miroirs. C'est pas vraiment quelque chose de pratique, câble et d'efficace. Les clauses miroirs, c'est d'imposer aux autres ce qu'on impose chez nous. Déjà parce que quand on veut en mettre, il y a des obstacles diplomatiques, c'est les principaux. C'est-à-dire que quand on dit on veut imposer qu'il n'y ait pas d'huile de palme dans quelque chose parce que ça déforeste l'Amazonie et que nous, on n'a pas le droit de faire, eh bien, il y a toujours un pays qui a quelque chose à vendre avec l'Indonésie, par exemple des Rafales, ou qui a à vendre à un autre pays des Mercedes, enfin des choses comme ça, et on n'arrive pas à s'entendre dessus. Les clauses miroirs qu'on a mises, par exemple, c'est la loi sur la déforestation importée. Bah oui, mais le problème, c'est qu'elle augmente le coût du soja pour les éleveurs. Et du coup, il y a un lobbyisme des agriculteurs contre les clauses miroirs, alors qu'ils en demandent plus. C'est un petit peu paradoxal. Donc, c'est pas très simple. L'autre aspect, c'est l'aspect plutôt géostratégique, et je finirai là-dessus, je vous rassure. Les débats se sont beaucoup reportés avec un élément de langage qui est la souveraineté alimentaire. Et ça a vraiment explosé, évidemment, après l'agression de l'Ukraine, après des crises sanitaires aussi, et puis on a tous en mémoire le fait qu'on dépendait du commerce international, nos hôpitaux pendant la crise Covid pour acheter des masques, parce qu'ils étaient moins chers en Chine, sauf que quand, à un moment donné, les Chinois nous ont plus livrés. Donc on ne voudrait pas que ça se repose pour des produits alimentaires, si vous voulez. Et donc ça, c'est devenu, alors le ministère français de l'Agriculture, qui m'emploie, c'est rebaptisé ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, pour montrer que c'était devenu quelque chose de très important. Et c'est vrai que c'est revenu beaucoup au centre au moins des discours dans l'Union européenne, pas que en France. Là où il y a quand même une certaine hypocrisie, à mon avis, c'est qu'on se sert de ça. Alors je dis on, il y a les syndicats agricoles, mais il y a aussi maintenant la Commission dans ses propositions, le Parlement européen, et puis mon ministère qui m'emploie, pour dire il faut lever les obstacles à la production au nom de cette souveraineté alimentaire. Et c'est ça qui sert un petit peu de base pour justement supprimer tout ce qui est conditionnalité, réglementation environnementale. Si vous regardez ce que devrait être et ce que serait une véritable souveraineté alimentaire,
c'est pas de produire plus en transformant des engrais importés, des produits phytosanitaires importés qui sont absolument cruciaux pour cette production un peu intensive. Là, il faut voir qu'on n'a plus de potasse en Alsace, on n'a jamais eu de phosphate, c'est les deux choses qui vont nous produire les plantes. Si vous dépendez complètement d'autres pays, et les phosphates, on a augmenté, je crois, de 80% nos importations de Russie l'an dernier, de Russie. C'est le pays qui attaque les autres, là. Donc, si vous voulez, si c'est ça la souveraineté alimentaire, de plus en plus importer d'intrants pour les transformer, je pense que la vraie souveraineté alimentaire, ce serait d'aller justement vers des itinéraires dont Alban Thomas parlait, des itinéraires techniques à base intrants. Alors, le bio est peut-être extrême, mais enfin des choses nettement plus économes. Ça, ce serait la vraie souveraineté alimentaire, je crois. D'accord, merci. Alors du coup, je vais en profiter. Certaines questions portaient sur les accords de libre-échange, donc je pense qu'on vient d'y répondre. Mais il y a une question qui demande si le fait d'externaliser des pratiques indésirables pour continuer à proposer une alimentation à bas prix, ça revient à abandonner la préférence communautaire. Ça, ce ne serait pas très grave, puisque la préférence communautaire, juridiquement, je crois qu'elle a été abandonnée en 1987, quand le Portugal a fait un recours après la Cour de justice européenne. Mais en tout cas, je vois l'esprit. On externalise, alors il y a des ONG, Solagro, je crois, qui a calculé combien de surface à l'étranger, agricole à l'étranger, notre alimentation utilisait. Et c'est vrai que c'est absolument gigantesque, parce qu'on importe beaucoup de soja en particulier, dont toutes les tentatives pour promouvoir les légumineuses, le soja est une légumineuse, qui sont des sources de protéines, qui ne fonctionnent pas très très bien. Et la raison pour laquelle ils ne fonctionnent pas très très bien, tous nos plans, y compris ceux de l'INRAE, je suis désolé, pour promouvoir les protéines, disons, européennes, françaises, alors c'est quoi? C'est le pois fourragé, c'est les lupins, les févroles, la luzerne, c'est quelques autres. Vous voyez, ce n'est pas des plantes qui ont des très hauts rendements. On les subventionne beaucoup, et ça marche quand même pas très très bien. Et là, la raison, c'est vraiment que le soja, depuis 70 ans, il a des investissements en recherche gigantesques, privés bien sûr, c'est Pioneer, c'est Cargill, c'est toutes ces grandes... Et qu'au bout de 70 ans, quand vous mettez énormément d'argent sur la recherche, ça finit par faire des choses extrêmement performantes, que ce soit en rendement, mais aussi en absence de facteurs antinutritionnels pour les animaux, tout ça, et que... malgré les quelques agronomes de l'INRA sur les produits concurrents, c'est pas vraiment au niveau, quoi. Mais je m'écarte peut-être un peu du sujet. Enfin, c'est vrai qu'on externalise beaucoup de surface par notre alimentation, c'est tout à fait vrai. Merci. Alors peut-être pour passer sur les aspects gouvernance et acteurs du changement, Alban Thomas, comment on pourrait associer davantage finalement les agriculteurs aux décisions environnementales qui les concernent directement? Et puis il y a une question qui est la suivante, c'est est-ce que finalement il faut pénaliser et demander une rétrocession des subventions allouées aux agriculteurs non vertueux pour les redistribuer à ceux qui le seraient? Voilà. Ouais. Alors, bon, on arrive là dans des questions quand même de politique publique et d'économie publique aussi quand même, de se dire finalement, quand on parle d'une catégorie d'acteurs vertueux versus ceux qui ne le seraient pas, bon, la chose qu'il faut voir quand même, c'est que l'agriculture est un monde constitué d'acteurs extrêmement hétérogènes quand même, très très divers en termes de système, en termes de pratiques, en termes de résilience aussi. Et un aspect qu'on n'a pas trop, alors je ne réponds pas complètement à votre question, mais un des aspects qui est très très important, dont on n'a pas trop parlé, peut-être un peu Estelle, c'est les aspects d'incertitude et de risque sur finalement quelles sont les conséquences d'un changement de système agricole et alimentaire aussi. Si on se projette finalement avec un système de production qui est relativement le même que celui qu'on connaît maintenant, avec des ressources naturelles qui sont peut-être un peu plus rares qu'auparavant, bon, l'eau va commencer à poser problème, ça pose déjà problème dans un certain nombre de régions, mais on arrive à voir à peu près finalement quels sont les scénarios climatiques, par exemple, où on arriverait à tenir
tant que les conditions, par exemple, climatiques d'accès aux ressources, de la qualité des sols et la disponibilité aussi d'intrants, hein, comme l'a rappelé mon voisin, de dire il faut quand même arriver à soit importer à bas coût, ou soit avoir la sécurité de l'approvisionnement de facteurs de production, comme les engrais, pesticides ou bien autres. Voilà. Ça, on arrive à peu près à avoir une idée avec des méthodes de prospective sur finalement quels sont les risques liés à une évolution du système actuel. Là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est que on a des changements et voire parfois des bouleversements technologiques. On a des chocs globaux qui sont quand même parfois massifs, quoi, quand même. L'exemple du Covid montrait que les chaînes d'approvisionnement qu'on pensait quand même relativement fiables depuis la guerre, on se rend compte que lorsqu'il y a des chocs quand même mondiaux de ce type-là, on arrive à des crises, à des paniques, en fait, voilà. Et donc, tout ça pour dire qu'en fait, on a besoin non seulement d'instruments de maintien du revenu, non seulement d'instruments incitatifs pour faire évoluer les pratiques, mais on a aussi beaucoup besoin de mesures politiques et alors d'instruments soit de politique publique, soit de partenariats public-privé sur la maîtrise des risques. Alors quand je parle de risques, ça peut être les risques sanitaires liés à des crises épizooties ou voilà, des événements qui impactent par exemple la santé des écosystèmes, santé des plantes, des crises évidemment sur la santé de l'homme, voilà, et des risques extrêmes environnementaux, par exemple, voilà, les événements extrêmes qu'on connaît quand même de plus en plus, voilà. Et c'est, je pense que on peut considérer qu'on a des catégories d'acteurs qui sont vertueux, enfin plus vertueux que d'autres, qui peuvent être pénalisés finalement par des systèmes qui nivellent par le bas les exigences d'environnement. Voilà, ça peut être très très bien. Des producteurs déjà qui font un certain effort mais qui n'est pas forcément encore pris en compte par les prix de marché. Et si vous relâchez les contraintes environnementales, en fait, vous vous retrouvez avec ces acteurs vertueux qui finalement, ils vendent toujours à un coût qui est supérieur à celui de leurs concurrents, moins vertueux. Ils ont un coût qui est toujours supérieur, et donc, si on relâche ces contraintes-là, les moins vertueux vont avoir des coûts encore plus faibles, et le différentiel finalement de compétition va être aggravé en fait, voilà, par rapport à avant. Donc, il y a cette considération-là, et il y a la considération aussi dans la façon dont les agriculteurs finalement maîtrisent leurs propres risques, notamment de production, et la façon dont ils s'adaptent à des risques, par exemple globaux, à des changements sur le climat. On a des gens qui sont, entre guillemets, plus ou moins vertueux aussi. Et toute la question maintenant, on a eu une grande réforme de l'assurance agricole quand même en 2023, ça a été mis en place donc début 2023, on commence à voir certains effets, c'est peut-être encore un peu tôt pour voir finalement si ça a fonctionné, mais le principe c'était de dire le système de compensation et de prévention et de gestion des risques agricoles, finalement, il ne peut pas tenir financièrement si on n'élargit pas l'assiette finalement des contractants, des personnes qui signent des contrats voilà, d'assurance, parce que ça coûte beaucoup trop cher finalement de compenser l'impact de chocs extrêmes. Et donc il faut avoir une assiette très large pour pouvoir compenser finalement les personnes alors, qui sont plus ou moins vertueux, je ne sais pas si on peut dire vraiment vertueux, mais des personnes, des producteurs qui font l'effort au moins de se protéger contre l'incidence de chocs climatiques, de chocs de santé. Voilà. Il y a des personnes qui sont, des producteurs qui sont peut-être un peu moins vertueux en matière de prévention et de gestion de leurs risques, et qui finalement se reposent beaucoup sur l'aide publique. Voilà. Et il faut arriver à trouver un juste équilibre qui assure un système de gestion des risques qui permettent à des innovateurs, à des agriculteurs qui sont prêts à faire le pari de changement de technologie, de changement de système, avec des bénéfices futurs qui ne sont pas forcément certains,
arriver à leur dire, voilà, on peut vous couvrir si vous prenez des risques, si vous acceptez le risque de changer de système pour aller vers les systèmes agricoles, sains, durables, etc. Ça comporte souvent un risque, voilà, assez important. Et donc il faut arriver non seulement à se projeter en termes de revenus assurés, en termes de productivité, en termes d'impact limité sur l'environnement, mais également en termes de, finalement, de maîtrise, dans la mesure du possible, d'un certain niveau de maîtrise du risque. Et ça dépend beaucoup des préférences des agriculteurs. Voilà. Merci. Alors, il y a une catégorie qu'on n'a pas mentionnée jusqu'à présent, ce sont les syndicats agricoles et les organisations professionnelles. Alors, peut-être, Jean-Christophe Bureau, il y a eu des élections il n'y a pas longtemps pour les chambres d'agriculture. Le rôle des syndicats, des organisations professionnelles sur cette transition écologique et des pouvoirs publics plus généralement. Mais... Alors là, on entre dans une branche que les étudiants connaissent peut-être, qui s'appelle l'économie politique. On ne va plus chercher à savoir ce qu'il faut faire, mais on va chercher plutôt à expliquer ce qui s'est passé en termes de lobby, groupe de pression, influence. Alors, ces syndicats je distinguerai un peu deux choses. Déjà, ils ont un rôle assez important dans tout ce qui est l'encadrement. Les chambres d'agriculture, c'est beaucoup de conseillers agricoles. Les coopératives, c'est beaucoup de conseillers agricoles. Et il y a, disons, un petit peu les mêmes personnes qui gèrent les syndicats, les coopératives, les agences de crédit agricole, les caisses de mutualité sociale. C'est un peu voilà, un petit peu un encadrement de l'agriculture française. Et là, c'est vrai qu'un des obstacles à tout ce qui a pu être tenté comme transition écologique, alors, il y a des obstacles gouvernementaux, puisque par exemple on a supprimé les aides au maintien de l'agriculture biologique, ce qui a aidé aussi au recul de l'agriculture biologique qu'on a actuellement. Mais il y a aussi le fait qu'il manque un encadrement sur tout ce qu'on appelle globalement l'agroécologie ou les itinéraires techniques à base intrant ou tout ce que vous voulez l'appeler. C'est-à-dire que simplement on ne sait pas faire. La plupart des gens, et on voit que toutes les innovations en fait se passent par des choses un peu alternatives au système de développement agricole, des CIVAM, des trucs, des groupes WhatsApp, des machins, des réseaux d'expérimentation un peu alternatifs, parce qu'il y a une rigidité du cadre enseignement, les lycées agricoles, les chambres d'agriculture, les coopératives. Bon, les coopératives gagnent de l'argent en vendant des produits phytosanitaires et des engrais, donc il ne faut pas non plus leur demander de se tirer trop une balle dans le pied, mais on ne sait pas faire, on ne sait pas vraiment enseigner, les techniciens ne savent pas vraiment, c'est plus compliqué souvent ces techniques dites d'agroécologie que de balancer du désherbant puis de l'engrais. Maintenir un système d'alimentation herbagée des bovins par exemple, c'est vraiment beaucoup plus compliqué que de faire du maïs en silage et le distribuer. Donc ça, il y a un vrai savoir-faire et il manque, et il y a pas un sursaut de l'encadrement dans les lycées agricoles, dans les techniciens, les conseillers, pour aller dans ce sens-là. Et je pense que c'est un véritable obstacle, en plus de ceux qu'a mentionné, enfin, elle l'avait déjà mentionné Estelle. Après, au niveau, je dirais, plus politique de l'influence, il y a donc eu des chambres aux élections, des élections aux chambres d'agriculture, pardon. Il y a, bon, on va rester sur le niveau français, mais c'est un peu similaire dans d'autres pays quand même. Ils sont regroupés, ces syndicats majoritaires, dans quelque chose d'européen qui s'appelle le COPA-COGECA. Là, on a quand même deux syndicats, enfin un qui a très longtemps été très fortement majoritaire, et ça ne sert à rien de dire qu'il n'est pas représentatif, puisqu'il a toujours beaucoup gagné les élections. Et puis, il y a eu l'émergence d'un autre, la coordination rurale. Et puis, il y en a un troisième qui est la Confédération paysanne, donc un central, un plus à droite, un plus à gauche. Il se trouve que c'est quand même celui qui est vraiment très à droite, la coordination rurale, qui commence à prendre l'avantage sur celui qui avait été très dominant dans le centre. Ces deux-là ne sont pas vraiment des gens très portés sur la transition agroécologique, sur les conditionnalités environnementales. Ce qui est assez paradoxal, c'est que le syndicat Confédération paysanne, qui est beaucoup plus ouvert là-dessus, sur ces aspects de transition environnementale, il ne gagne pas les
les élections. Alors, on peut contester le mode de scrutin qui est vraiment majoritaire, etc. Je crois qu'ils ont eu une victoire ou deux dans les chambres régionales, et c'est à Mayotte, je crois. Mais ce qui est assez curieux, c'est quand on regarde leur programme, la coordination rurale, par exemple, qui est quand même un peu le syndicat qui monte, alors on dit qu'il est proche du Rassemblement national, eux s'en défendent, je n'irai pas là-dessus, mais c'est un syndicat sur le programme, ils ont par exemple des choses assez claires qui sont contre le plafonnement des aides par exploitation. Là, la Commission européenne vient essayer de proposer un plafonnement à pas plus de 100 000 euros d'aide par exploitation. Ça, c'est des gens qui sont quand même, donc a priori, ils défendent quand même des grandes surfaces, alors que la Confédération paysanne voudrait des aides aux travailleurs, c'est-à-dire plutôt à la main-d'œuvre et pas à l'hectare. Et on s'aperçoit que dans les manifestations qu'il y a eu, en particulier dans le sud-ouest en 2004, c'est là que c'est parti, eh bien, c'est des gens qui avaient des petites surfaces et qui n'étaient pas du tout contents de ne pas avoir d'aide, mais quand même, ils étaient plutôt du côté de la Confédération paysanne, ce qui paraît économiquement irrationnel. Alors, je pense que les déterminants des votes ne sont pas que économiques. Je crois que la Confédération paysanne, elle souffre d'une image un peu malgré elle d'être associée à une gauche qui ne passe pas très bien dans les campagnes, soyons assez clairs. C'est un mélange politique, mais ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on pourrait penser sur le plan économique. C'est un peu ça ma conclusion. Alors, Estelle Midler, peut-être sur l'aval aussi, parce qu'on a évoqué très rapidement les industries agroalimentaire, mais il y a aussi les consommateurs, après l'industrie, la grande distribution. Donc, est-ce que les consommateurs, la grande distribution, l'aval plus généralement, peut être un acteur du changement? Comment se fait le partage de la valeur ajoutée? Et puis, il y a aussi toute la question de l'empreinte carbone de tous les produits qu'on importe pour notre consommation alimentaire. Oui, donc comme on a dit tout à l'heure, l'aval a un gros rôle à jouer pour faire évoluer les pratiques agricoles, mais il ne faut pas seulement faire évoluer les pratiques agricoles. Donc ce qui est plus intéressant, c'est aussi d'avoir une vision de l'ensemble du système alimentaire. Donc ce qu'on appelle système alimentaire, ça part du tout départ, donc les producteurs d'intrants qui vont être utilisés en agriculture, on peut même remonter avant les producteurs d'énergie qui servent à produire des intrants, qui vont servir à produire des biens agricoles, etc., jusqu'à la fin, les consommateurs et même la gestion des déchets. Donc en fait, tous les acteurs de cette chaîne, ça compte aussi des services financiers, des entreprises de publicité, etc. Tous ces acteurs ont aussi des émissions, si on parle en termes de climat notamment, des émissions de gaz à effet de serre. On peut regarder notamment l'empreinte carbone alimentaire. Donc là, c'est pas les émissions de ce qu'on produit en France avec notre agriculture, mais vraiment les émissions de ce qu'on consomme, c'est-à-dire de tout ce qu'on mange. Et là, on voit que ce n'est pas du tout la même échelle de grandeur. Donc les émissions de ce qu'on produit, c'est 75 mégatonnes d'équivalent CO2 chaque année. Et les émissions de l'empreinte, pour toute la France, c'est 140 mégatonnes. Donc il y a une grosse différence. C'est dû à la fois au fait que dans l'empreinte, on ne prend pas seulement en compte les émissions donc de la production, mais aussi les émissions, par exemple, dans les industries, les émissions dans la distribution, les émissions dans les producteurs d'engrais, etc. Donc il faut aussi réduire ces émissions. Il ne faut pas juste réduire les émissions dans les transports de marchandises aussi. Il ne faut pas juste réduire les émissions liées à l'agriculture, mais l'ensemble des émissions. Il faut réduire, du coup, les émissions agricoles, et on l'a dit, pour ça, il y a quand même un rôle à jouer de l'industrie et de la distribution. Et puis, dans cette empreinte, on prend aussi en compte tout ce qui est alimentation importée, puisque quand on importe de l'alimentation, en fait, on a de la production qui est déplacée dans d'autres pays, et les émissions ont lieu dans ces autres pays. Donc, en fait, c'est un peu dire qu'on émet 75 mégatonnes en France de notre agriculture, ça ne représente pas vraiment ce qu'on consomme. Donc il y a toutes ces choses-là qu'il faut faire, et donc chaque maillon en fait a un rôle à jouer, à la fois pour réduire ses propres émissions, à la fois pour réduire les émissions de l'agriculture parce qu'il y a des interdépendances. Et dans cette empreinte alimentaire, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a plus de 60% de l'empreinte alimentaire qui est liée à la consommation de produits animaux.
Donc c'est quand même ça la majeure partie des émissions de ce qu'on consomme. Et là, il y a quand même de très nombreux travaux qui ont montré qu'en fait, si on veut pouvoir atteindre d'ici 2050 une baisse des émissions agricoles de l'ordre de 50% pour atteindre la neutralité climatique, ce qui est notre objectif au niveau européen, on ne peut pas le faire si on n'a pas une évolution des régimes alimentaires et une baisse de la consommation de produits animaux. Alors, il y a différents scénarios, donc selon les scénarios, on ne va pas dire qu'on ne va pas regarder les mêmes produits animaux. Il y en a assez plus ciblés sur la baisse de la consommation de la viande ou de certaines viandes. Mais bon, en gros, dans tous les cas, on a une baisse de la consommation de produits animaux et en particulier de viande de environ 30 à 50%. Et pour faire évoluer aussi cette consommation, c'est important de comprendre qu'il ne suffit pas de demander aux consommateurs ou de leur donner de l'information en disant « Ah, regardez, ça émet plus » et ça ne va pas automatiquement faire changer ce que les gens consomment. En fait, les personnes décident de ce qu'ils vont manger dans un environnement en fonction aussi de l'offre qui est disponible. Donc, je prends un exemple. Par exemple, si j'essaye de manger le moins de viande, mais qu'autour de là où je suis, tous les restaurants n'ont pas d'option végétarienne, je ne vais pas pouvoir passer au végétarien. C'est basique, mais c'est comme ça. Donc, en fait, l'environnement alimentaire est très important et il faut faire évoluer cet environnement alimentaire. C'est à la fois l'offre, les magasins qui sont autour de chez moi, les restaurants, c'est quels sont les produits qui sont mis en avant dans les magasins, qui font l'objet de campagnes de publicité. Il y a des résultats de scientifiques qui montrent que c'est souvent les produits les moins sains et les plus émetteurs qui font l'objet de publicité. Quel est le différentiel de prix entre les produits de qualité ou pas de qualité ? Enfin, voilà, c'est dit un peu rapidement, mais voilà. Donc tout ça, ça va influencer ce qu'on consomme. Donc il y a vraiment à faire évoluer ça. Et là encore, je pense que l'industrie alimentaire et la distribution, qui ont un gros pouvoir d'action, peuvent faire évoluer. Par exemple, il y a eu des études qui ont montré que 92% des plats préparés qui sont vendus dans les grandes surfaces contiennent du poisson ou de la viande. Donc là, on peut se poser la question, est-ce que l'offre végétarienne est suffisante pour que les gens se saisissent de cette question ? Donc c'était juste un point pour dire qu'on a beaucoup parlé, parce que c'était l'objet de la session de politique agricole, mais qu'en réalité, si on veut faire évoluer aussi l'agriculture, il faut qu'on fasse évoluer l'ensemble du système alimentaire. Merci. Alors, je vais prendre quelques-unes des questions reçues. Je vais en regrouper certaines parce qu'elles sont parfois proches. Il y a une question peut-être pour vous, Jean-Christophe Bureau, sur la régulation. Est-ce qu'elle doit s'effectuer au niveau de l'Europe ou finalement au niveau international? Alors, on n'a pas d'organisation internationale de l'environnement. On a l'OMC, mais qui est en état de mort cérébrale. Que faire? Est-ce qu'on pourrait envisager quelque chose au niveau mondial? Non. Enfin, on a plusieurs centaines d'accords environnementaux internationaux. Il y a une dizaine d'années, j'en avais compté 236, donc on doit être à plus que ça, qui n'ont pas du tout de... Enfin, c'est comme les accords sur le droit de l'homme, sur le travail des enfants, sur tout ça. Tout le monde signe, mais personne ne respecte et il n'y a pas de sanctions. La seule chose où il y avait des sanctions, c'était l'Organisation mondiale du commerce, parce qu'il y avait un organe de règlement des différends, et quand on ne remplissait pas ses engagements, on était, entre guillemets, attaqué et on pouvait, la plupart du temps, on devait se remettre en conformité avec ses engagements. Il y avait un vrai mécanisme de sanctions. L'administration Trump a fait sauter complètement le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, puisque toutes les décisions de Trump prises récemment sont complètement contraires aux engagements des États-Unis depuis le GATT 1947, tous les traités. Donc vraiment, il n'y a plus rien qui tient. L'Union européenne, avec d'autres pays, ont essayé de faire une OMC parallèle. Ils essayent quand même de traiter des différends avec des règles de droit. Sans les États-Unis dedans, c'est quand même assez limité. Donc le seul accord un peu contraignant, c'était celui-là. Je me souviens à l'époque où Dominique Voynet était ministre de l'Environnement, elle avait proposé, ça avait été porté jusqu'à Bruxelles, que l'Europe
propose une organisation mondiale de l'environnement qui soit assez similaire à l'OMC, bon, ça n'a jamais été nulle part. Donc là, je ne vois pas vraiment ce qu'on peut faire, non. Merci. Alors, il y a une autre question sur la baisse de la production bio en France. Je ne sais pas, Alban, est-ce que vous voulez la prendre? Est-ce qu'on a tiré des leçons de cette baisse de la production bio? Alors, tirer des leçons, c'est peut-être un peu tôt encore. Enfin bon, la chose qui est effectivement claire, c'est que on peut dire quand même que ce sont les systèmes qui maintenant sont quand même stabilisés en termes techniques quand même. Donc on a tout un système de certification, d'études scientifiques quand même, voilà, qui montrent que on peut arriver dans une certaine mesure avec différents contextes locaux et différents contextes de prix aussi, à avoir des systèmes bio qui quand même tiennent la route entre guillemets par rapport à les systèmes conventionnels. Mais c'est effectivement extrêmement fluctuant, quoi. Et dès que le pouvoir d'achat global finalement de la population qui a accès aux produits bio, parce qu'il y a effectivement ce problème d'accès, comme l'avait mentionné Estelle, il faut que l'environnement alimentaire finalement des consommateurs inclut toute une palette finalement de produits qui viennent du conventionnel, du bio ou bien autre. Dès qu'on a des chocs ou des tendances négatives sur le pouvoir d'achat, ce qu'on observe très très vite finalement, c'est un décrochage plus ou moins fort, différent selon les zones rurales, urbaines, périurbaines, et selon les catégories de population, mais c'est quand même pas complètement stabilisé encore. Il y a une chose que je trouve qui est vraiment prometteuse, et ça rejoint un peu ce qu'on disait avant sur les effets de seuil. L'idée, c'est que, en fait, c'est relativement risqué, par exemple, pour un agriculteur de passer, par exemple, au bio, ou alors de passer sur un système, par exemple, de certification environnementale avec des signes de qualité ou avec des critères de qualité supérieurs. Voilà. Qualité étant un terme vraiment large, hein, ça peut être différents types de qualité. Le faire seul, c'est quand même compliqué parce que ça introduit des surcoûts sur un marché dont la demande pour ce type de produit n'est peut-être pas encore vraiment forte. Et donc, quelque chose qui est assez intéressant et qui est mis en place dans certaines métropoles, c'est de jouer sur la demande publique et notamment la restauration collective. Ça peut passer par les CROUS, par les cantines scolaires, en fait, ça passe par des conventions finalement entre des collectivités locales, des agriculteurs ou bien des collectifs d'agriculteurs, ça peut être des coopératives aussi, éventuellement aussi par les gestionnaires de milieux, ça peut être des agences de l'eau qui contribuent aussi par des subventions à des changements de pratiques pour protéger la qualité des points de captage. Donc c'est un système, si vous voulez, territorial, multi-acteurs, qui joue sur le fait que si une collectivité contractualise avec un collectif d'agriculteurs, c'est un poids quand même important en termes de demande globale qui s'adresse à des produits de qualité. Et ça permet parfois, ce qu'on espère en tout cas, c'est que ça permet le déclic, la transition finalement d'une proportion de population d'agriculteurs plus importante que si on n'avait pas cet appel finalement lié à une demande de nourriture plus saine, mettons, voilà. Donc ça, c'est par exemple les projets alimentaires territoriaux, les PAT, qui sont quand même mis en place depuis déjà un certain nombre d'années. Ça fonctionne quand même assez bien dans certaines métropoles, Montpellier, Dijon notamment. Après, la question que ça posera à terme, si ce genre de système territorial qui fait la promotion du système alimentaire sain, durable, si ça se diffuse, le risque après, c'est que les métropoles, qui ont adopté ce genre de projet-là, se fassent concurrence pour aller chercher la matière première agricole. Et là, on peut avoir des phénomènes un peu de concurrence entre différentes régions. Alors, selon les produits, on
n'en est pas là encore, hein, mais voilà, si on projette un peu ce genre d'extension de système, c'est quelque chose qui peut peut-être un jour arriver. Merci. Alors, il y a une question, il y a plusieurs questions sur les aides reçues par les agriculteurs et sur les déclarations erronées qu'ils pourraient faire volontairement. Donc, est-ce qu'il y a des systèmes de contrôle? Est-ce que d'abord il y a effectivement de la triche ou pas? Est-ce qu'il y a des systèmes de contrôle sur les subventions reçues par les agriculteurs au titre de la PAC? Oui, il y a des contrôles. Alors, c'est des contrôles assez aléatoires, mais il y a pas mal de contrôles. Je ne dirais pas qu'il y ait des fraudes massives en France. Le ministère français de l'Agriculture, ça devait être il y a 10 ans, c'était malheureusement sous Stéphane Le Foll, qui pourtant a fait des choses tout à fait sympathiques pour la transition agroécologique. Mais la France s'est pris 1 milliard de refus d'appurement, c'est-à-dire des aides à rembourser parce qu'on n'avait pas fait assez de contrôle. Mais ce n'était pas des fraudes, c'était des défauts de contrôle sur les photos aériennes. Est-ce que c'était bien une surface agricole ou pas? Alors, il y a eu quelques cas de fraude, dont un président de chambre d'agriculture insulaire qui vraiment a déclaré un peu apparemment des choses qui n'étaient pas complètement agricoles comme surface agricole, mais c'est quand même pas au niveau français. Je dirais pas que c'est assez bien contrôlé. Je ne pense pas qu'il y ait un énorme scandale national. Là où il y a des choses qui, à mon avis, devraient inciter à la réflexion, en particulier sur la proposition de la Commission sur le plafonnement des aides, qui, à mon avis, n'a aucune chance de passer, puisque ça fait 20 ans que la Commission propose de plafonner les aides par exploitation et tous les États membres refusent. C'est une série d'articles dans le New York Times, avec une grande enquête sur les aides agricoles européennes, dans un journal américain, et qui montre que quand même, monsieur qui vient d'être nommé Premier ministre en République tchèque, monsieur Babis, recevrait, je crois que c'est 35 millions d'euros comme aide PAC, lui-même, enfin à travers sa société Agrofest qui a des milliers d'hectares. Comme les aides sont à l'hectare, c'est vrai que si vous êtes... Mais ça n'est même pas illégal puisque la République tchèque n'a pas plafonné les aides. Alors on a aussi le fabricant d'aspirateurs Dyson là, qui recevrait je ne sais plus combien, alors qu'apparemment il n'a pas franchement besoin pour vivre. Il y a, on cite le prince Régnier, non c'est Albert, mais non, c'est comment c'est lequel? Enfin voilà, un prince à Monaco qui a c'est beaucoup plus petit comme échelle, hein, mais on a vraiment des aides à la surface qui ne sont pas plafonnées. En France, on a choisi de ne pas les plafonner, on aurait pu, on a fait des paiements redistributifs qui sont une alternative au plafonnement, on surprime les petites exploitations, les 52 premiers hectares, mais la plupart des États membres, voire tous à ma connaissance, n'ont pas accepté ce plafonnement. Et du coup, ça nous fait des choses quand même extrêmement hétérogènes. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Moi, quand on débat de ça en amphi avec les étudiants, il y a des étudiants qui disent c'est normal, si j'ai une plus grande ferme, je dois toucher beaucoup plus d'aides parce que j'ai beaucoup plus de charges. C'est un point de vue. Après, est-ce que M. Babis et ses 30 et quelques millions d'euros, c'est quand même de la solidarité européenne? Bon, chacun fait son jugement entre ces deux positions. Merci. Alors, on arrive à la fin, malheureusement, de la session. Peut-être un mot de conclusion, chacun, sur un signal politique fort pour arriver à faire cette transition ou un mot de conclusion, Estelle Midler, peut-être pour commencer? Je ne vais pas forcément parler d'un signal politique fort. Je voulais juste dire qu'on n'a pas trop parlé aussi d'adaptation au changement climatique et qu'à ce jour... la politique agricole ne s'est pas trop saisie de cette question. Il n'y a pas beaucoup d'aides pour aider l'adaptation. Et on sait que, comme pour les coûts cachés, il y a déjà beaucoup de coûts liés au changement climatique pour les agriculteurs et qu'il va y en avoir de plus en plus. Des coûts, des pertes de production, des impacts sur les prix, des impacts sur les revenus et sur les prix alimentaires et sur les conditions de travail aussi dans les exploitations. Et donc, en fait, pour moi, ça met en avant que, en fait, on n'a pas tellement de choix, même si on a une vision très économique, d'agir pour la transition, et que c'est assez urgent, en fait, parce que quand on regarde on a encore beaucoup de données manquantes sur quels seront les impacts du changement climatique sur les cultures ou sur tous ces facteurs. Mais on voit que ça va quand même être majeur et on n'a pas l'air de trop réagir. Donc, je voulais juste faire un point sur ça pour conclure.
Et puis je vais passer la parole aux autres. Alban Thomas. Oui, alors je vais probablement pas conclure sur le signal politique que tu mentionnes, Anne-Célia. Je n'ai pas d'opinion fascinante par rapport à ça. Je pense que le risque quand même, c'est que avec le problème de manque de coordination entre les acteurs et entre les pays, dont on a quand même vu que, voilà, sur des questions de politique agricole, mais pas seulement, des questions de politique climatique aussi, le gros problème qu'on a, c'est pas forcément d'identifier finalement quels sont les canaux de progression, quelles sont les politiques qui fonctionnent plus ou moins bien, même si effectivement d'un point de vue de chercheurs, on a encore pas mal de travail pour identifier de façon plus précise en même quels sont les bénéfices, quels sont les coûts de politiques qui permettent d'accélérer le changement et d'aller vers des systèmes agricoles et alimentaires durables et sains. Le problème, c'est qu'on est quand même coincé dans beaucoup de situations, donc en national et en international, sur le fait que si on n'a pas des moyens que les acteurs se coordonnent et finalement qu'on arrive à des compromis, consensus entre les États, entre les différentes catégories d'acteurs et entre les différentes catégories d'agriculteurs, on aura beau trouver toutes les solutions technologiques qu'on veut et tous les instruments de politique qui en théorie fonctionnent bien, sans la coordination, ça va être compliqué. Et donc un risque peut-être, alors je ne parle pas de signal politique, mais si on se projette dans un avenir qui serait peut-être plus sombre encore que celui qu'on projette maintenant, c'est pas peu dire, on peut arriver à une situation tellement grave en termes de climat, en termes de rareté, de raréfaction de ressources, dont notamment l'eau. On sait quand même que l'eau, c'est le facteur limitant quand même de plus en plus, enfin voilà, c'est quand même de plus en plus évident. On peut arriver à terme à une situation où on n'aura pas le choix et les instruments démocratiques quand même qu'on a mis en place et notre mode de fonctionnement, gouvernance et de participation d'acteurs sur le territoire national voire européen, si on arrive à une situation extrême où on n'aura pas le choix finalement, on n'aura pas la possibilité de laisser le choix à des agriculteurs de sélectionner quel est leur système, on peut arriver finalement à conclure que ben voilà, la seule possibilité, c'est d'arriver à un système contraignant dont on ne veut pas maintenant. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais je dis que c'est un risque et certains pays, dont la Chine, commencent à déjà partir sur une voie comparable. Merci. Jean-Christophe, signaux politiques, non, il y a deux voies politiques. On le voit à travers les dernières évolutions, enfin les évolutions depuis 20 ans de la PAC, où il y a eu ce verdissement puis le recul. Bon, là, le recul, il est vraiment sur tous les points, sur le côté... Après, c'est un choix de société. On préfère peut-être produire plus et sacrifier l'environnement. Voilà, si c'est le produit d'une expression démocratique. Donc, il y a le poids des élections. Il y a eu quand même des poussées vers le verdissement de la PAC quand, c'est surtout l'Allemagne, a envoyé beaucoup de députés verts. Donc ça peut revenir, hein, on ne sait pas trop. Puis il y a le poids des consommateurs. Les consommateurs, c'est quand même eux qui avaient tiré le mouvement vers le bio. Hein. Ce n'est pas du tout les États. La France a supprimé ses aides au bio au mauvais moment, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui venait des consommateurs. Le bio, il y a beaucoup de déprises. Là, on a des réductions de surface en bio parce que le pouvoir d'achat fait qu'il y a moins de demandes. Et puis, il y a des agriculteurs bio qui vendent leurs produits au prix du conventionnel parce qu'il n'y a plus cette demande. Il semblerait que ça reparte un petit peu, là. Il y a des informations qui circulent auprès des consommateurs qui peuvent changer les choses. Là, on sait que quand même, il y a de plus en plus, même s'il faut être très prudent parce qu'il n'y a pas la relation statistique établie, mais enfin, sur les produits phyto et un certain nombre de maladies, ça commence à percoler. Et puis, il y a eu l'histoire assez récemment qui pourrait expliquer peut-être un peu un regain du bio, c'est sur le cadmium, je ne sais pas si vous avez vu. Quand dans l'agriculture conventionnelle, on met des engrais phosphatés, les phosphates venaient essentiellement du Maroc. Et maintenant, c'est pour ça qu'on achète de plus en plus de phosphates russes. Et les phosphates marocains ont ce métal lourd qui est le cadmium avec eux. Et ça, on met partout. Et ça, on le retrouve dans les pâtes que vous achetez si elles ne sont pas bio.
Et il semblerait que là, il y a quand même des niveaux de pollution assez dangereux sur les enfants. Donc ce genre d'information, ça peut faire changer la demande dans ce côté-là. Mais c'est l'information du consommateur ou le vote politique. Il n'y a pas tellement d'autres déterminants là-dessus. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Au revoir.